Professeur Gabriel Kwambamba m'appelle. Bonjour. Bonjour, Madame Émilie. Très heureuse de vous recevoir dans le cadre de cette émission Congo Action Impact. Nous vous souhaitons le bienvenu. Merci. Et là, nous voulons parler avec vous aujourd'hui. Nous savons que vous êtes professeur des universités et surtout que vous êtes journaliste, analyste politique. Et dans le cadre de cette émission-là, nous vous recevons comme étant un analyste politique et aussi candidat à la députation nationale et provinciale. Mais nous voulons un peu commencer par analyser l'actualité dans notre pays en ce moment. Et il est évident que le chef de l'État a fait son discours, son dernier discours. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Vous l'avez suivi certainement, vous n'avez pas raté ça. Pouvez nous dire ce que vous pensez de tout ce que le président a eu à dire dans son dernier discours à la nation? En fait, le discours a été présenté par un président, mais pas n'importe à quel moment de son mandat. C'était pratiquement à la veille des élections, donc ça ne pouvait être qu'un discours au bilan. Et le président de la République a saisi la balle au bon pour justement parler de son mandat. Et comme tout homme politique, il ne pouvait que parler très positivement de ce qu'il a fait, ce qu'il a eu à accomplir durant ces 5 dernières années, parce qu'en fait là, en même temps, il est à la recherche du suffrage auprès des Congolais, et ça se résume en un mot. Il a dit d'ailleurs, voilà, on est face à deux situations, deux probabilités, où on continue avec ce qu'on a déjà commencé, et on a eu à faire beaucoup de choses, ou alors on reprend à zéro. Donc les Congolais ont un choix. Alors, deuxième mandat. C'est ça, le deuxième mandat. Alors, je pense que ces discours, ça dépendra, c'est comme un prisme, ça dépendra de l'angle, mais aussi ça dépendra de quel bord. Ça sera comme un verre. Les optimistes diront que le verre est à moitié plein, alors que les pessimistes verront le verre à moitié vide. Mais disons d'une manière générale que, en fait, il avait une certaine prestance, je dois le reconnaître. Et le talon d'Achille, je peux dire, du président de la République pour son mandat aura été l'insécurité dans quelques territoires. Il a évoqué ça dans le nord Kivu, dans l'Ituri, mais maintenant aussi en plein mandat. Il y a eu aussi la situation des Kwamoud qui est intervenue. Donc il en a parlé, mais j'aurais bien voulu l'entendre un peu plus sur cette situation, notamment des Kwamoud, parce que là, il a évoqué cette situation sans en apporter de remèdes qu'il fallait. Mais sinon, je pense que c'était un bon exercice pour lui. Les opposants sont en Afrique du Sud, mais aussi en train de chercher à trouver un candidat commun. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que ce n'est pas un peu tard? Parce qu'on se dit qu'ils ont eu 5 ans après que le président Tshisekedi soit élu. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'ils devaient y aller? Ça a toujours été comme ça avec l'opposition congolaise. Et rappelez-vous, à l'époque de dialogue intercongolais, il y avait toutes les composantes qui étaient déjà en Afrique du Sud. Et les opposants, ils traînaient encore ici. Et je me rappelle, à cette époque, j'ai eu à les approcher. C'était Papa Kamitatu notamment. Et je lui ai proposé cette question. Mais tout le monde est là, mais on va vous reprocher d'être à la base du blocage. Il dit que c'est nous qui faisons notre lit. On veut le faire comme nous voulons. Et je lui avais posé aussi une question un peu dérangeante quand je lui ai dit, mais pourquoi il semble que vous pesez de tout votre poids pour que Jacques Matanda ne se retrouve pas? Et vous savez la réponse, il m'a dit, répondez vous-même. Mais off the record, il a dit, Matanda, c'est mon fils qui vous a envoyé. Pourquoi cette question? Et le lendemain, je ne suis pas reparti. C'est Marie-Ange Mouchobé qui est parti. Et puis il a dit, vous avez bien fait de venir seul, parce que si vous aviez amené ces voyous de Kwambamba, je l'aurais boxé et j'aurais demandé à votre caméraman de filmer. Voilà, paix à son âme, Papa Kamitatu. Et pour revenir en fait à l'opposition, Edem Kodjo avait dit que l'opposition congolaise était à la fois brillante, intelligente et toxique. C'est un peu ça.
il y a les égos qui se jouent et je crains que l'Afrique du Sud puisse être un peu Genève bis, c'est-à-dire on va peut-être avoir quelques candidats qui vont se regrouper, deux, trois candidats peut-être vont trouver un candidat commun et puis il y aura peut-être un qui va pouvoir se désolidariser parce qu'en fait là chacun veut être candidat. On attend toujours la dernière minute et ils avaient pourtant tout le temps justement pour voir quel est votre programme, projet de programme de gouvernement, qu'est-ce que vous voulez pour le Congo, tout ça. Mais voilà, on est pratiquement à une semaine du début de la campagne électorale et nos amis de l'opposition sont à la recherche du sexe des anges et je crains qu'ils n'en trouvent pas. C'est dommage parce qu'encore une fois, là, on voit que ce sont les intérêts individuels qui sont privilégiés et non pas les intérêts de la population. C'est cela. Encore une fois, là, une question, c'est sous-financement de la Fondation Kofi Annan, apparemment, et une autre structure étrangère. Donc ça veut dire que les opposants eux-mêmes n'ont pas le moyen de s'organiser. Voilà, ça a toujours été comme ça. Genève aussi, c'était la fondation Kofi Annan en Afrique du Sud, c'était le gouvernement dialogue intercongolais. Donc ça a toujours été comme ça. Et vous savez, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc quelque part, ça peut sentir une certaine, je vais dire pas manipulation comme telle, mais en fait, vous êtes un peu sous contrôle et d'une main extérieure. Mais je crains justement, je crains qu'il y ait déjà des échos. D'après ce que j'apprends, il y a des divergences. Il y a certains candidats qui tiennent à être candidats uniques de l'opposition et d'autres qui rappellent qu'il y a des choses qui ont été dites contre eux. Donc en fait, les gens se sont blessés mutuellement et leur est venu justement peut-être pour faire la paix. Mais est-ce que ça va être la paix des braves ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils vont trouver un compromis? Ça, c'est la question. Mais je pense que quelque part, il y a des dons, il y a des rancœurs, il y a même des rancunes peut-être aussi. Dommage. Et Jacques, normalement, vous êtes candidat député national et aussi provincial dans le Grand Bandundu, notamment à Bagata, dans le Kwilu. Dans le Kwilu, voilà. Vous connaissez bien le Congo. Par rapport à l'actualité, on peut savoir quelle est la situation actuelle dans le Kwamoutou? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a appris que dernièrement, c'était hier, avant-hier, il y a eu encore des tueries. Oui, il y a toujours des tueries dans le territoire des Kwamoutou et même dans le territoire de Bagata, des tueries de Téké. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mots. Ce qui se passe dans le plateau, ce qui se passe dans Kwamoutou, ce qui se passe dans une partie des Bagata, c'est tout simplement, il ne faut pas se voiler le visage. Il s'agit pour moi en tout cas du génocide des Téké, quelque chose de programmé. On évoque souvent d'autres génocides, tout ça, mais il se passe un génocide à un jeu de pierre de Kinshasa. Regardez, c'est depuis plus d'une année maintenant qu'il y a ce massacre à répétition des chefs de terre, des chefs coutumiers. Moi, le chef de mon village, de mon village s'étend dans deux domaines. En fait, il y a un domaine qui est dans Kwamoutou et un autre domaine dans Bagata. Et le chef qui se trouvait du côté Bagata, c'est-à-dire dans le Kwilu, a été tout simplement décapité. Et il y a 2 semaines, j'étais dans le quartier Mombele, j'ai été visiter une famille avec une dame qui a été victime. Elle a perdu 8 membres de sa famille. Elle-même aussi a failli être tuée. Elle a reçu plus de 10 balles comme ça au bras et elle a du mal à parler, à la bouche, tout ça. Et donc, en fait, on a vraiment l'impression que les Téké congolais se retrouvent comme des brebis sans maître et le gouvernement ne donne pas le meilleur de lui-même pour arrêter ce massacre. On a parlé de main noire, mais moi je pense que c'est une main politique qui est orchestrée quelque part et qui sait exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire exterminer les Téké qui sont dans le plateau et les remplacer par d'autres. Et ça, c'est inacceptable. Qui sont les Mobundo? Certaines personnes disent que voilà, ce sont des Congolais qui tuent d'autres Congolais, mais qui sont instrumentalisés par des politiciens.
Je ne sais pas, pour vous. Je pense que vous avez bien résumé ça, parce qu'à un moment donné, on pensait peut-être que c'était des bouviers, ceux qu'on avait présentés comme des bouviers venus d'ailleurs, tout ça. Mais moi, je pense qu'il s'agit bien des Congolais. On les a présentés comme étant une milice Yaka, mais vous voyez, cette fameuse milice tue même dans le Kwango, dans les Yaka. Donc on ne sait pas exactement, une milice, c'est incontrôlable, c'est comme un robot, un monstre qu'on fabrique et qui se retourne peut-être contre celui qui l'a mis en place. Donc en fait, au départ, c'était présenté comme une milice Yaka qui était opposée au Téké. Mais là, dessus, même le cardinal est allé même dans le territoire de Kasongolunda. Il a vu le véritable Kiamvu. Il lui a demandé s'il y avait un problème avec les Téké. Il a dit non. Mais ce qui est vrai est que il y a un peu d'effort quand même de gouvernement, parce que dans certains villages ou le long de la nationale 17, c'est-à-dire qui va de Mongata jusqu'à Bandundu, il y a des forces, des éléments, nos éléments de forces de sécurité et de l'ordre, mais dans le fond, dans Kwamut profond et même dans Bagata, de temps en temps, il y a des excursions, des escarmouches, des gens qui viennent et puis ils tuent, ils massacrent et puis ils repartent et on les présente comme tels, comme des Mobondo. Donc c'est en fait une nébuleuse qui a sans doute été instrumentalisée par des mains politiques et sans doute protégée aussi, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait que les gens, les responsables répondent de leurs actes, que ce soit les commanditaires, les exécutants ou les auteurs intellectuels. Il faut qu'on constitue une sorte de commission vérité et réconciliation pour savoir qui a fait exactement quoi, et que sur le plan pénal, ceux qui sont tenus pour responsables puissent répondre de leurs actes. Vous savez, dans notre armoirie, c'est justice, paix et travail. Il faut qu'il y ait la justice pour tous, tout le monde. Si on veut vraiment bâtir une nation, la justice, on dit, élève la nation. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient capables d'être au-dessus de la justice. Il faudrait que peu importe le degré, le niveau de, je vais dire, de responsabilité des commanditaires ou quoi que ce soit, que ceux qui sont à la base de ce massacre de ces paisibles citoyens qui n'ont rien fait, tout simplement des gens qui sont chez eux depuis des millénaires et qui se retrouvent ainsi du jour au lendemain dans une insécurité totale. Et vous savez, un jeu de pierre de Kinshasa, Kwamut, c'est l'extension de Kinshasa, je l'ai toujours dit. Le Grand Bandundu, c'est pratiquement le prolongement, et vous savez, pendant la période coloniale, c'était la province de Kinshasa regroupait le Congo central, le Kinshasa ici et le Grand Bandundu, et donc en fait on est vraiment dans la périphérie de Kinshasa, et cela risque d'avoir des répercussions sur la capitale, et cela risque d'avoir aussi des répercussions sur, je vais dire, la production agricole, parce qu'en fait le Bandundu, comme le Congo central, constitue un peu le grenier de la capitale. Donc c'est un peu ça la situation. Est-ce que vous suivez un peu cette situation? Vous pouvez nous dire si au niveau du Parlement, il y a quelque chose qui est fait dans le sens pour, je ne sais pas moi, essayer de pousser le gouvernement? En fait, au niveau du Parlement, je sais qu'il y a un député national, Beaulieu, qui est du territoire des Kwamut, qui a essayé de... Il y a une commission. Mais à ce que je sache, il n'y a pas, à ce que je sache, donc, comme on dit en journalisme, dans le doute s'abstenir. À ce que je sache, je n'ai pas entendu parler d'une véritable commission mise en place pour enquêter sur ces massacres. Vous savez, madame, pendant la colonisation belge, quand on a appris qu'il y avait des massacres orchestrés par les agents de Léopold II, le Parlement, le Congrès américain avait dépêché toute une équipe, toute une commission parlementaire pour venir ici en République démocratique du Congo et enquêter sur ce massacre, ce qui avait abouti entre autres au départ de Léopold II, tout ça. Mais la force et le droit se trouvent du côté du gouvernement. Et donc je pense que si le gouvernement mettait tous les moyens en place, on peut mettre fin à cette situation et revenir à une certaine quiétude dans cette partie de la République. Voilà. Je ne sais pas si on aura une réponse, parce que les Mobundo, normalement dans les cas de conflits intercommunautaires,
ce sont les armes blanches qui sont utilisées. Apparemment, ils sont armés. Ils sont armés, et nous effectivement. Armés. Voilà justement. Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Voilà justement. Et on sait que dans notre pays, le port d'armes n'est réservé qu'aux forces de l'ordre et de sécurité. Et donc, c'est ça la question. Poser la question, c'est y répondre justement. Comment est-ce qu'on peut se retrouver comme ça avec des gens lourdement armés et lourdement équipés et qui sont sans foi ni loi et qui massacrent, qui tuent, et de quelle manière? Et vraiment des pratiques qu'on n'a jamais vues dans ce pays. Et je crois que ça doit interpeller plus d'un Congolais. Nous sommes en plein 21e siècle et nous appartenons tous à cette nation, la nation congolaise, et il y a dans ce pays des gens qui se sont battus pour l'unité de notre pays, et je pense au maréchal Mobutu, dont je salue la mémoire, qui s'est battu pour que les Congolais se sentent partout chez eux. Mais voilà que, en fait, pour une histoire présentée comme une histoire de rédévance, mais en réalité ce n'était pas ça, c'était juste une sorte de casus belli. On cherche tout simplement un alibi, un prétexte pour déclencher quelque chose qui avait déjà été préparé. Est-ce que le grand Bandundu a déjà connu ce genre de situation? Avant, à l'époque, comme on parlait de l'époque coloniale, à l'époque du maréchal Mobutu, est-ce qu'on a déjà connu ce genre de massacre, ce genre de non, tuerie? Ce que je sais, bon, il y a eu quand même, oui, il y a eu pendant la période coloniale parfois des conflits interethniques, mais pas les Teke et les Yaka, mais pas de cette ampleur, non. Et il y a eu des rébellions, notamment de Boulélé, mais ce n'était pas une ethnie contre une autre. Et même alors là, je crois pas que ça soit, je ne pense pas que les Yaka comme tels sont en conflit avec les Teke. Je ne pense pas, parce que ils ont toujours vécu en frères depuis la nuit des temps. Moi, je pense tout simplement qu'il y a une certaine manipulation, et cette manipulation aurait pour intention tout simplement d'exterminer les Teke. Et donc, ça s'appelle génocide. Comme quoi la haine tribale c'est pas la vraie cause de tout ce conflit. S'il faut parler de haine tribale comme telle, mais je peux dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui a été programmé pour massacrer et peut-être pour occuper les terres. Et là-dessus, je bondis pour parler du projet de M. Adolphe Muzito qui parle de la titrisation de terres. Il faudrait, parce que depuis que Léopold II s'est accaparé de nos terres, on n'a jamais retrocédé ces terres à leurs propriétaires qui sont les chefs coutumiers. Je crois qu'il est temps tout simplement qu'on puisse peut-être avoir une révision de la Constitution qui puisse faire en sorte que les terres puissent appartenir à leurs véritables propriétaires, c'est-à-dire des chefs coutumiers et des chefs de terre, et qu'ils aient ces documents-là. Donc, il a appelé ça la titrisation de terre, et de cette façon, on connaît quelque chose qui est réglementé et que les choses peuvent se passer. On peut avoir une collaboration, on peut avoir des gens qui viennent travailler, on peut avoir signé des contrats, mais que moins la terre puisse revenir à leurs propriétaires qui étaient toujours là depuis la nuit de temps. Natif du Grand Bandundu, je sais que vous êtes très attaché à cette province. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Bagata, des Kwilu? Ah, ok. Bagata, le territoire de Bagata, c'est un des territoires du Kwilu, puisque vous savez, dans le Kwilu, il y a Bagata, il y a Idiofa, le territoire d'Idiofa, il y a les territoires de Gungu, et donc, et les territoires de Boulungu aussi. Mais Bagata, c'est un des territoires enclavés, je vais dire, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de grande route pour essayer de désenclaver Bagata, et depuis toujours, Bagata a toujours été un peu comme le parent pauvre. J'y ai été il y a
pas plus de 2 mois et j'ai vu qu'en fait tous les bâtiments, tout ce qu'il y a, c'est quelques 2-3 bâtiments hérités de la colonisation qui sont là. Bon, avec le plan de 145, on voit quelque part quelque chose qui est en train d'être refait, notamment le bâtiment administratif du territoire et puis 2-3 écoles. Mais sinon, Bagata a toujours été enclavé et oublié aussi, et je pense qu'il serait mieux si un jour on peut faire une connexion entre d'abord Mongata puis Mongata Bandundu, parce qu'en fait Bandundu-Ville c'est l'un des chefs-lieux les plus proches de la capitale, mais malheureusement il n'existe pas de bonne route et c'est une ville, je sais pas, vous avez déjà été à Bandundu? Non. C'est une des villes les mieux cadastrées du pays, une belle ville où il y a 3 rivières. En fait, c'est comme une presqu'île, une très belle ville, mais malheureusement, le problème, c'est la route. Je pense qu'il y a l'électricité aussi qui coule 24 heures sur 24, c'est pas de délestage là-bas, mais seulement il y a un problème, on n'a pas une route qui relie Bandundu à Kinshasa. Et depuis toujours, on nous parle de programmes, on nous parle de projets, d'études, de faisabilité, mais ça fait depuis que j'étais enfant. Les gens sont un peu fatigués de ça. Mais donc, si Bandundu était désenclavé, on pourrait alors amorcer les travaux de Bandingville, c'est-à-dire de la ville de Bandundu jusqu'à Bagata, c'est 137 km. Très beau site, mais malheureusement, qui se retrouve complètement enclavé et les gens sont extrêmement pauvres parce que ceux qui tentent de produire, ils ne savent pas où faire couler leurs marchandises, abandonner vraiment à eux-mêmes, et nous sommes là justement pour défendre les intérêts de Bagata et pour défendre les intérêts du Kwilu. Il y a évidemment la rivière Kwilu qui part, je crois, de Kikwit jusqu'à Kinshasa, en passant notamment par Bagata et Bandingville, mais à l'époque il y avait Otrako qui était devenu Onatra, qui desservait avec des navires qui apportaient des produits qui manufacturés qui étaient destinés aux différentes parties du Kwilu. En retour, il y avait des produits agricoles, mais maintenant, vous savez que Onatra est dans un état presque de cessation d'activité, et Bagata se retrouve comme ça abandonné à lui-même, et nous sommes là, en fait, on ne va pas dire un député, en fait il ne faut pas être démagogue pour dire que si je suis député, non, un député s'aligne sur le programme de son parti, et si vous êtes au gouvernement, vous vous alignez sur ce programme, et je pense que le programme de mon parti Nouvel Élan est de faire en sorte que le Congo, pas seulement Bagata, mais tout le Congo puisse se retrouver dans une situation où la production est relancée, le travail est réactivé de manière à ce que tous les Congolais puissent se retrouver, parce que nous sommes dans un pays potentiellement riche, en tout cas potentiellement l'un des plus riches pays du monde. J'étais aux États-Unis, vous le savez sans doute, un jour je rencontre un monsieur qui me demande, vous parlez avec un accent, vous êtes de quel pays? Je lui dis du Congo. Il dit lequel? Je dis alors monsieur, vous connaissez l'Afrique, vous savez qu'il y a 2 Congos. Il dit l'autre là, le grand. Il dit oh Zaïre. J'ai dit voilà, c'est ça. Il était avec son fils d'une vingtaine d'années. Il dit à son fils, vous savez, ce monsieur, s'il se retrouve dans notre pays, c'est à cause de la mauvaise foi de nos dirigeants, nous. Et on a fait en sorte que eux, ils viennent ici, mais il est d'un pays, en fait, le pays potentiellement le plus riche. Il n'y a pas de ressources qu'on puisse nommer qui n'existent pas, qu'on puisse citer qui n'existent pas dans son pays. Tout ce que vous avez, tout ce que la terre a comme ressources, comme matière première, comme minerais, tout ça se retrouve dans son pays. Et donc, s'il y avait un bon leadership chez nous et dans son pays, c'est nous qui ferions le mouvement inverse, c'est nous qui serions là pour aller dans son pays. Vous savez, ça m'a donné envie de pleurer. Et c'est l'une des raisons qui ont fait que je retourne dans mon pays pour travailler pour l'émergence d'un nouveau Congo et pour contribuer aussi à l'éducation, à la formation de la jeunesse. À votre niveau, je sais que vous faites des activités culturelles au niveau de Bagata. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, des activités culturelles. En fait,
J'ai un petit centre, j'avais commencé à Bandundu, le centre pour la formation des jeunes pour l'anglais, parce que vous savez, l'anglais... Parce qu'en fait, vous enseignez aussi. Et voilà, justement, parce que mon cours, je suis au département de traduction et interprétariat, donc l'essentiel, bon nombre de mes cours sont en anglais, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin pour que les enfants apprennent l'anglais. Mais pour les activités culturelles dont vous parlez, c'était un peu plus ici, mais bon, on peut l'étendre dans le territoire de Bagata, dans le grand Bandundu, parce que là, il s'agit de l'encadrement, vous avez sans doute vu des vidéos où j'encadre, voilà, exactement, où j'encadre des jeunes de 8 à 12 ans pour qu'ils apprennent des chansons. En fait, c'est une sorte de donner la chance à ce qui a fait la beauté, la grandeur du Congo, et avec les petits chanteurs de Kenge notamment. Vous savez, c'est dans les années 70, fin des années 60, début 70, il y avait ce groupe de petits chanteurs qui avait fait le tour du monde, et c'était une fierté. Il y avait un père Van den Boom, je crois, le père Bernard, qui apprenait en fait avec un accent un peu mundélé, mais des chants de chez nous, des chansons culturelles, et c'est ce que moi j'essaie de refaire, et j'ai commencé ici, et je vais le faire à Bagata, je vais le faire ailleurs, pour qu'on puisse s'approprier notre propre culture. Vous savez, un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple mort. Donc c'est un peu ça. Et là maintenant, vous êtes candidat député national et provincial. Une fois élu, je ne peux que vous poser cette question. La priorité pour vous au niveau du Parlement en faveur de Bagata et en faveur du pays, ça sera de Merci, merci madame. La priorité, si je suis élu, c'est de pouvoir défendre... on est député national, mais on a une circonscription, on est élu et il y a de besoins de ces différentes circonscriptions. Et je pense qu'une des grandes priorités, c'est le désenclavement de Bagata. Bagata est totalement enclavé, vraiment totalement, et une population paupérisée à outrance. Au mois d'octobre, j'étais là, je suis arrivé au marché des Bagata, et je voulais manger, mais j'ai essayé de chercher, j'ai trouvé, mais qu'est-ce que je peux acheter pour manger? Donc, en fait, je crois que c'est ça la grande priorité, et faire en sorte que Bagata puisse avoir des écoles dignes de chez nous, dignes de ce nom, je veux dire, parce qu'en fait, il faut investir dans la jeunesse. Et vous savez, dans notre pays, l'enseignement atteint le fond du trou, et en tant qu'enseignant, en tant que parent, je pense que nous avons le devoir de pouvoir léguer à la postérité un pays où il fait bon vivre. Si chacun peut travailler à la grandeur du Congo, là où il se trouve, si chacun peut être conscientisé dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre les égos exagérés, je pense que il y aura de la place pour tout le monde, pour que dans ce pays, tout le monde puisse vivre en paix, pour que dans ce pays, tout le monde puisse vivre de manière digne. Parce que vous voyez, c'est quand même triste de voir qu'on soit extrêmement riche face à un océan de misère. C'est des choses qui doivent interpeller. Moi, je veux considérer mon mandat comme un sacerdoce, c'est-à-dire au service de la population. Avec un 21 000 $, de salaire. Bon, ça peut pas être un sacerdoce. Oui, mais moi je n'y vais pas pour le salaire, et je suis d'avis que s'il faut revoir à la baisse la rémunération des députés, on puisse revoir ça, pourvu qu'il y ait répartition équitable. On ne peut pas comprendre qu'un député puisse avoir 21 000 $, alors qu'un enseignant, ceux qui forment les députés, puissent se retrouver peut-être avec 150, 200 $. Mes parents sont des enseignants. Mon père, avant d'être bourgmestre, était un enseignant. Ma mère est enseignante. Elle implore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui qu'on lui accorde sa retraite. Espérons qu'elle va l'avoir. Et ça me fait très mal que ma mère, qui enseigne depuis plus de 60 ans, puisse avoir ses miettes, alors que des jeunes gens, peut-être qui sortent juste, je vais dire, parfois de nulle part, avec une formation approximative, puisse se retrouver avec des moyens comme ça colossaux. C'est injuste, tout simplement. Il faut qu'on ait un État juste. Il faudrait que demain,
l'histoire nous juge. Qu'est-ce que vous avez fait de vos frères? Qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Qu'est-ce que vous avez fait de ce grand et beau pays? Pourquoi vous avez été injuste vis-à-vis de vos frères? Et vous savez, quand on meurt, qu'est-ce qu'on emporte dans la tombe? Pas grand-chose. Et à quoi sert-il à l'homme, tout simplement, de pouvoir construire des immeubles, des maisons par-ci, par-là, s'amasser de l'argent, si vous savez que vous allez partir. Mais bon, je crois que ce qu'il faut, c'est tout simplement être digne du Congo. C'est quand être digne du Congo, c'est-à-dire être là au service des autres et non pas, comme le disait à l'époque un père égale servir et non pas se servir. Si les dirigeants congolais, si l'élite congolaise, si la classe politique congolaise intériorisait cela et mettait ça en pratique, je pense que le Congo sera un petit paradis sur terre. Professeur, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot pour votre électorat, pour la population du Grand Bandundu en particulier, peut-être pour la République démocratique du Congo et aussi notamment pour la population de Bagata dans le Kwilu. Oui, je commence par la population de Bagata. Je pense que l'occasion nous est donnée, il y a un vent nouveau qui souffle sur Bagata, l'occasion nous est donnée de donner cette possibilité, d'accorder cette possibilité d'avoir un nouveau leadership au niveau du Parlement pour ce qui est de Bagata. Et vous avez cette possibilité de choisir un fils du terroir, Bagata, comme on le dit, de père et de mère. Et qui va pouvoir défendre les intérêts des Bagata, qui ne va pas au Parlement pour se remplir les poches, mais pour servir son peuple. Et cette personne, c'est justement le professeur Kwambamba qui est en face de vous. Et quand viendra le moment, soyez consciencieux, ne l'oubliez pas. Je peux donner en fait mes deux numéros. Pour national, c'est 154 et pour provincial, 230. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire élire les nouveaux députés dans Bagata et d'accorder cette chance à celui qui va se battre pour vous, qui ne va pas se taire au Parlement, qui ne sera pas complexé, qui va tutoyer le micro du Parlement tout en étant respectueux des uns et vis-à-vis des uns et des autres, mais au moins plaider en faveur de Bagata. Et quand on plaide en faveur de Bagata, on plaide en faveur de Kwilu, on plaide en faveur de Grand Bandundu, on plaide en faveur de la République démocratique du Congo, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est élu dans une circonscription, mais un député a un mandat national, et je serai là pour défendre notre pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo. Ndeko Gabi tokomi na suka ya émission oyo tolobi na lopoto banana bandeliti na suka soko ko sangisa maloba nyonso tolobi na mwa minute muke ngonga na biso esili na lingala opesa pa ta message muke na mono kutuba ola bandeko bazolanda biso na Bagata. Vraiment bandeko o bazolanda biso na Bagata boyebi ndenge na lobi yango na lokoto ya français que situation surtout ya sécurité ya mboka na biso eza malamu penza te na territoire ya Bagata na pe na territoire ya Kwamut na bandeko bazoboma mingi penza bandeko ya bateke na bengi yango génocide eza génocide ya peuple teke eza pasi mingi parce que tozali na 21e siècle esengeli tozala na bomoko esengeli tozala vraiment ba congolais toza bana ya papa moko mama moko bandeko mususu bazoboma bandeko na bango eza malamu ata moke te et puis na lobi pe que tokomi pembeni ya ngonga oyo tokopona ba oyo bako défendre ba intérêt na biso na bengi bango ba député na niveau national pe niveau provincial. Donc to pesa chance na moto oyo akozala molobeli na bino oyo akozala complexité oyo akolobela bino vraiment pona ko défendre ba intérêt ya d'abord il y a Bagata, il y a Kwilu, il y a Bandundu, mais il y a Mboka plus député, à député national, et puis à défendre Congo, il faut tout ça en sorte que Congo Nabiso est à la Isika, Oyo Batbaza ba égoïste, élite intellectuelle est à la égoïste, il faut vraiment changement et kota nakati Mboka Nabiso. Naki Congo Bampangi, ntango fioti, betuta sola, ba député na betu. Alors pour na bampangi na ke na Bagata mokelomba beno na couper sa chance na professeur Kwambamba
moi na beno moi na Bagata ça moi défendre ba intérêt ta la boire na beto Bagata pile OK les enclavé yanti kantama ti bobo depuis époque coloniale banzila qui levé qui saluke levé et bantuke kaka pidina tout sa pauvreté que ngolo il faut tout ça la ngolo que Bagata kuvanda na banzila yo vanda que monulu en katuka Kinshasa facilement kukwenda ti na Bagata donc il a vraiment moi na kolomba beno vilave na députation nationale numéro 154 na provinciale numéro 230 mbote na Benuyonso. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe de CMBDJ et surtout, merci au professeur Gabriel Kwambamba qui a accepté de répondre à notre invitation.